Bonjour et merci de nous retrouver pour cette émission où je rencontre des personnalités qui comptent dans le monde intellectuel catholique d'aujourd'hui. Cette semaine, j'ai la joie de vous proposer un entretien avec une scientifique de renom, voilà, qui nous change pour cette émission. Et quand je vais vous dire que son sujet de recherche est très sérieux, c'est l'interaction lumière-matière dans des molécules et des matériaux issus de la chimie organique ainsi que le domaine des nanoparticules, vous allez vous en rendre compte. Mais assez curieusement, alors qu'elle a écrit plus de 300 articles scientifiques dans les meilleures revues, le premier article qu'elle ait écrit a été dans une revue de théologie. C'est donc avec une grande joie que je reçois Isabelle Ledourac. Bonsoir. Bonsoir Régis. Vous êtes physicienne, vous êtes professeure émérite à l'École normale supérieure de Paris-Saclay, et c'est vrai, vous avez écrit votre premier article dans une revue de théologie ? Oui, dans la revue Résurrection en décembre 1980, alors que mon premier article scientifique, c'était dans Chemical Physics en 1983. Et vous en avez écrit, j'ai dit 200, il y en a peut-être beaucoup plus. Et dans les meilleures revues. Alors vous allez nous expliquer un peu, peut-être avec pédagogie, comment, ce que c'est, ce sur quoi vous travaillez, mais peut-être une première question, est-ce que vous avez toujours voulu devenir physicienne ? J'ai toujours voulu faire des sciences. Dès que mes souvenirs les plus lointains me rappellent que je voulais faire d'abord des sciences naturelles, parce que j'étais passionnée par les animaux, les plantes, la géologie. Mon père avait une formation scientifique, il m'a initiée à la géologie en particulier. Et puis, vers la classe de première, seconde première, j'ai découvert la physique. On ne l'enseignait qu'en seconde à ce moment-là. Et puis, en lisant une biographie de Nicolas Copernic en 1973, c'était son 500e anniversaire de sa naissance, je me suis dit j'aimerais faire de la physique et surtout de l'astronomie. Donc, je me suis mise à faire des petites observations astronomiques avec des jumelles, etc. Et donc, j'ai découvert la physique. Je me suis plongée intensément dans le domaine, dans les classes préparatoires. C'est une expérience à la fois exigeante, mais exaltante aussi. Et puis, j'ai donc été reçue à l'École normale supérieure, qui était à l'époque deux jeunes filles, ce n'était pas mixte. Et ensuite, je voulais être enseignante, en fait, au départ. Je voulais être enseignante. Et puis, après avoir passé l'agrégation de chimie, d'ailleurs, j'ai découvert la recherche par les stages qu'on faisait dans les DEA, maintenant les M2. Et ces stages, j'ai trouvé absolument passionnants. Et c'est là que j'ai voulu m'orienter vers la recherche. Et j'ai été là-dessus très bien conseillée par la directrice de cette école normale supérieure, Josiane Serre, qui a fait beaucoup pour la promotion des femmes normaliennes. C'était un besoin pressant à l'époque. Et puis un professeur de chimie théorique, Gaston Berthier, qui m'a donné la bonne orientation pour continuer de la recherche dans de bonnes conditions, c'est-à-dire en fait au centre de recherche des télécommunications, où j'ai passé 15 ans. Alors, sur quoi travaillez-vous ? Expliquez-nous. Alors, je travaille sur l'optique. Alors, effectivement, j'ai plutôt choisi de l'optique plutôt que l'astronomie, parce que l'astronomie est devenue quand même une discipline assez théorique et assez ardue. Et donc, j'ai découvert l'optique des lasers, donc ces sources de lumineuses très intenses et très directives. Et j'ai étudié l'interaction entre ces ondes laser et des matériaux issus de la chimie organique, puisque j'avais aussi fait de la chimie. Et cela sous la direction d'un scientifique également de renom, Joseph Ziss, qui m'a encadré pour ma thèse. Et donc c'est l'interaction lumière-matière, mais il ne suffit pas d'envoyer un laser dans une vitre, ça c'est banal. Oui. On envoie ici, dans ce sujet, on envoie un laser dans un milieu dont les propriétés, je dirais, microscopiques et d'organisation globale permettent de créer de nouvelles couleurs. Parce qu'il faut savoir que si vous utilisez de la lumière classique dans un matériau classique, vous allez éventuellement supprimer des couleurs, donc ce qui fait que la lumière blanche va devenir la lumière rouge, mais vous supprimez le reste des couleurs de la lumière blanche qui contient toutes les couleurs. Tandis qu'avec ces matériaux, le laser, lui, il n'est pas multicolore. En général, il y a une couleur. Et on a besoin d'autres couleurs du laser et ce n'est pas forcément évident de les créer. Et donc, avec ces matériaux, on pouvait passer, par exemple, d'une couleur dite infrarouge qu'on ne voit pas à une couleur visible. Ou l'inverse d'ailleurs, c'était possible. Et les matériaux de la chimie organique étaient particulièrement adaptés à ce genre de performance. Ouais. Et donc, on fait des expériences ? Alors oui, c'était
Moi, je suis plutôt expérimentatrice, Oui. donc il fallait un peu maîtriser évidemment le fonctionnement des lasers, Oui. avoir quelques notions de chimie et de relation entre une structure de molécules et ses propriétés optiques. Donc ça, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Fabriquer des matériaux, des cristaux, des couches minces, des nanoparticules. Bon, là, il y a un petit peu aussi de manipulation de matériaux. Et bien sûr, collecter des résultats et les interpréter. Et pour l'interprétation, on a évidemment besoin de données quantitatives et de modèles mathématiques qui permettent de rendre compte de ce phénomène ou d'expliquer des phénomènes inattendus, parce qu'on a aussi constaté des phénomènes qu'on n'attendait pas. Alors, vous étiez au Centre national d'études des télécommunications, donc plutôt quand même une école appliquée. Est-ce qu'il y avait de l'application ou c'était vraiment vraiment très très théorique? Et pour vous, est-ce que c'est important qu'il y ait de l'application ou est-ce qu'il faut chercher d'abord puis on verra? Bon, c'était un centre de recherche, hein, c'était pas lié à une école. Oui. Un centre de recherche où il y avait en fait 3 axes. Il y avait un axe effectivement plus orienté vers les études fondamentales et les 2 autres vers de la physique appliquée. Mais même dans le domaine fondamental, il fallait quand même justifier auprès du ministère des Télécoms puis de France Télécom, la possibilité d'appliquer ces recherches à, par exemple, dans notre cas, c'était les communications par fibre optique, comment fabriquer des réseaux avec un meilleur débit, parce qu'à l'époque, on était encore dans les signaux électriques, dans le faible débit, et l'optique permet d'obtenir des débits 100 à 1000 fois plus élevés, voire 10 000 fois. Et c'était parfois à nous de secouer un petit peu l'ambition des responsables de télécom qui disaient « Oh, mais l'électrique, ça va suffire, c'est très suffisant, voyons, pourquoi vous vous embêtez à faire des matériaux compliqués ?» Alors qu'en fait, quelques années après, oui, le domaine a explosé. Voilà. Vous aviez raison. Donc c'était presque nous qui poussions parfois de temps en temps à une orientation appliquée, mais appliquée innovante, vraiment, qui soit une rupture technologique. J'ai dit après que vous vous êtes intéressé à la question des nanoparticules. Alors ça aussi, c'est quelque chose, on en entend beaucoup parler, on ne sait pas très bien ce que c'est. Peut-être expliquez-nous ce que c'est. Alors c'est très simple, le terme nano, c'est un mot grec qui correspond à un milliardième. Un milliardième. Donc une nanoparticule, c'est un objet qui a quelques milliardièmes de mètres de longueur. Donc évidemment qui ne peuvent être vus ni par nos yeux, ni même par les microscopes classiques. Il faut des microscopes très sophistiqués qu'on appelle les microscopes électroniques. Alors l'intérêt de ces nanoparticules, c'est qu'elles ont à la fois la fluidité, la flexibilité, la capacité de manipulation des solutions, des liquides, parce qu'on peut les mettre dans n'importe quelle matrice. Et puis la concentration des espèces actives dans des petits objets qui ont pour propriété d'avoir évidemment des réponses assez élevées, mais sans pour autant perturber en optique la propagation de la lumière. Si je fais des particules plus grosses, de l'ordre du micromètre, on va avoir ce qu'on appelle la diffusion. C'est ce qu'on observe dans les brouillards. Hier soir, je suis rentrée de province, il y avait du brouillard. Ça, ce sont des particules d'eau d'un micromètre. Qui ne sont pas du tout nano. C'est pas nano. Oui. Et quand on est en nano, si les particules d'eau étaient nanométriques, eh bien, on n'aurait pas eu de brouillard. Oui. On n'aurait pas vu. Donc, ce sont ces particules qui présentent un intérêt dans un domaine d'application énorme. Oui. Et donc là, je travaille un petit peu pour certaines particules, notamment d'or ou d'argent, ont pour propriété d'exalter, d'amplifier les phénomènes optiques produits par d'autres espèces. En fait. Ah oui, donc ça permet de voir des choses. Voilà, de voir des choses, d'amplifier, d'augmenter la sensibilité de certains dispositifs à des signaux optiques. Et alors parallèlement donc à ce travail, vous êtes engagé depuis avant même votre premier article, justement dans cette revue Résurrection, puis après dans Communio, une autre revue de théologie. Alors il faut peut-être nous présenter Résurrection, puis on reparlera aussi de Communio, même si Communio, j'ai souvent reçu des gens de Communio, et donc nous présenter ça. Et puis peut-être la question c'est, est-ce que pour vous, c'est 2 activités complètement différentes ou au contraire, est-ce que c'est un peu la même activité? Alors, pour revenir à Résurrection, donc
j'ai été enrôlée dans cette revue, justement, en 1980, suite à un pèlerinage à Chartres organisé par Montmartre. C'était l'année de l'agrégation, donc les dates ne coïncidaient pas avec le pèlerinage étudiant. Et donc, avec Montmartre, ils sont gens très organisés. Ils avaient mon nom, ils m'ont invité à une soirée post-pèlerinage, et puis ensuite à un groupe d'études qui s'appelait Résurrection, qui avait le même nom que la revue, qui rassemblait des étudiants, des jeunes professionnels autour de thèmes théologiques assez pointus. Et en parallèle, on m'a proposé très vite d'écrire des articles dans cette revue Résurrection. Donc, et c'était dans le cadre de la basilique de Montmartre. Résurrection a été fondée en 1956 par Monseigneur Maxime Charles, qui était recteur de la basilique de Montmartre à l'époque, enfin quand j'y étais en tout cas. Et puis le mouvement Résurrection était animé par un prêtre à l'esprit très délié, le père Michel Giton, qui a été ensuite nommé à Saint-Germain-l'Auxerrois et qui a emmené avec lui le mouvement, la revue et tout ce qui faisait autour. Et ça a été une période assez extraordinaire d'implication dans une revue, mais pas comme un intellectuel en chambre, parce que ce soit Montmartre ou le père Giton exigeait de nous qu'on ait des engagements d'église autres, faire donner des cours, suivre des cours, faire un peu d'évangélisation de rue, mais là j'en ai fait très très peu, suivre des liturgies, animer des liturgies, donc c'était tout un ensemble. Et il fallait prendre un engagement annuel pour suivre tout ça, et c'était assez exigeant, mais très inspirant. On avait notamment les messes d'adoration, et on disait toujours que les auteurs de Résurrection avaient peut-être un petit quelque chose en plus lorsqu'ils s'adonnaient à l'adoration eucharistique. Je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, c'est ce que j'ai entendu dire. Mais... voilà. Et donc voilà, vous faites ça en même temps que... Donc c'est deux activités qui, a priori, sont complètement distinctes. Par rapport à l'activité scientifique. Oui, mais alors justement, dès que j'ai commencé à aller me rendre au mouvement Résurrection, écouter les cours du père Giton et puis faire des études, des travail en groupe d'études théologiques, on avait un des plus frappants, c'était un groupe de travail sur la conscience du Christ. Début des années 80, c'était extrêmement novateur. Et il n'y avait pas... c'était un sujet vierge, pratiquement. Il a fallu qu'on travaille nous-mêmes. Et je me suis aperçue que la théologie, c'est un peu comme la science, c'est-à-dire qu'il y a une rigueur et une manière de dérouler le raisonnement qui sont similaires. C'est-à-dire qu'en science, il faut quand même avoir des présupposés, il y a des acquis, il y a des règles, il y a un cadre. Et puis on développe l'innovation scientifique à partir de ce cadre. On ne peut pas faire n'importe quoi. En théologie, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire on a un cadre, on a le contenu de la révélation biblique et patristique, et puis ensuite on peut développer avec beaucoup plus de liberté que ce que peuvent croire le public. Le public s'imagine qu'on est figé par les dogmes. D'abord, des dogmes, il n'y en a pas tant que ça. Et puis quand on réfléchit la démarche dogmatique, le développement des dogmes christologiques en particulier, ce n'est pas du tout une démarche, je dirais, de l'imitation. C'est au contraire, ce que disait le père Giton d'ailleurs, c'est l'imagination au pouvoir. Parce qu'imaginer que Jésus soit à la fois Dieu et homme, ce n'est pas du tout évident. Donc ça permet aussi d'ouvrir l'esprit à des notions qui sont au-delà d'une vision très étroite et très limitée de la réalité. Donc pour moi, je n'ai pas vu de contradiction. Vraiment, c'est des démarches extrêmement analogues pour moi. Mais c'est intéressant ce que vous dites du fait que, effectivement, les dogmes, on les prend d'abord comme des barrières, mais en fait, c'est des cadres pour penser, simplement. Oui, ce sont des cadres mais quand ils ont été élaborés, quand ils ont été définis, c'était pas du tout évident. Il fallait on faisait preuve d'une très grande imagination. C'est ça. Pour arriver à comprendre Dieu un et trois, Jésus Dieu et homme, enfin tout ce qui était la réponse aux grandes hérésies de l'Antiquité, début du Moyen-Âge, c'était le jeu de la grâce et du mérite, enfin tout ça. Il faut arriver à penser les deux. Oui. Et puis, vous savez qu'en physique, il y a aussi maintenant des notions binaires, ondes, particules, etc., énergie, matière. Et donc, cette imagination est propre aux deux disciplines.
Alors, je m'attendais, Isabelle Ledourac, que vous alliez me parler de science et foi, etc. Euh, oui, c'est quand on amène un scientifique, c'est toujours pour qu'il parle de science et foi. Oui. Vous dites non, un scientifique, ça peut parfaitement faire de la théologie et pas uniquement sur savoir ce qu'on fait avec sa foi quand on fait de la science. Alors, de toute façon, il y a des exemples connus. Je crois que Newton était... oui. Alors même parfois, c'était parfois un petit peu limite sur le plan, je dirais, théologique ou au-delà. Peut-être la physique aussi, vous allez me dire que c'était pas... La physique quand même, sinon c'est un grand bonhomme. Oui. Ne serait que Nicolas Copernic qui était chanoine quand même. Oui, tout à fait. Et puis plus près de nous avons, on parlait ensemble de l'abbé Lemaître à Louvain. Georges Lemaître, oui. Voilà, il y avait Grégoire Mendel qui était moine et qui a quand même inventé la génétique. Oui. Louis Pasteur qui avait cette très belle parole peu de science éloigne de Dieu, beaucoup de science y ramène. Oui. Voilà, donc non, il y a vraiment, je ne vois vraiment pas où est le problème, compte tenu en plus que les méthodologies sont quand même assez proches quand on les regarde sérieusement. Et justement, comment est-ce que vous voyez l'évolution d'une revue comme Résurrection, puis d'une revue comme Communio? Vous allez aussi nous expliquer un peu comment vous êtes rentré dans Communio. Est-ce que vous avez l'impression que c'est la même évolution que la science ou qu'on a... Parce qu'on dit souvent, justement, les grands anciens étaient très cultivés, etc. Maintenant, on fait de la théologie peut-être un peu plus simple, etc. Est-ce que c'est pareil? Alors que moi, j'ai l'impression que la science est de plus en plus compliquée. Oui. La science, surtout, alors, le problème de la science, c'est qu'elle a besoin, effectivement, bon, les concepts sont évidemment très sophistiqués, mais trop de sophistication ne prend pas non plus. Il y a une forte contestation depuis quelques années de la théorie des cordes pour expliquer finalement, pour unifier les théories scientifiques sur l'univers, l'infiniment grand et l'infiniment petit. Donc la sophistication, il faut évidemment, il y a une certaine complexité, mais en général, le scientifique préfère dans plusieurs modèles mathématiques le plus simple. Donc même si la simplicité est complexe pour d'autres. Donc ça c'est une chose. Pour ce qui est de la théologie, c'est difficile de dire oh là là c'était mieux avant, on avait des grands... je crois qu'il y a eu des périodes dans l'histoire de la théologie, au moins occidentale que je connais mieux, des périodes de faste et des périodes d'éclipses. Et des éclipses qui ont malheureusement duré très longtemps. Donc le XXe siècle, on a eu la chance d'avoir une explosion de talents théologiques et je pense que cela continue à porter ses fruits. Mais bon, on n'a pas vraiment le recul pour savoir si les jeunes penseurs et théologiens d'aujourd'hui vont faire école, je ne sais pas. Mais en tout cas, on profite déjà énormément de toute cette éclosion théologique, d'ailleurs qui n'a pas été limitée au catholicisme, le protestantisme et l'orthodoxie aussi. Et on a beaucoup de chance de vivre à l'issue de tous ces grands théologiens. Résurrection, Communio. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas resté à Résurrection ou pourquoi, enfin, vous avez mené tout en parallèle? Oui, alors je suis resté à Résurrection, je reste fidèle à Résurrection et j'y tiens. Ouais. Alors Communio, c'était un chemin un peu logique parce que une bonne partie, la majorité des fondateurs de Communio étaient issus de Résurrection. Ouais. Et d'ailleurs, on regarde les archives, il y a beaucoup d'écrits de tous ces fondateurs. Et donc, je connaissais évidemment des personnes qui étaient au comité de rédaction de Communio. Mais moi, j'ai participé à leur session annuelle. C'était une réunion l'été à Bagneux, dans un endroit sympathique, et on faisait de la théologie, c'était très bien. Mais bon, moi, j'ai pas vraiment... On m'a proposé même d'écrire un article en 93 sur les grandes peurs de l'écologie, des choses comme ça. Mais ensuite, c'est après, vers les années fin 95, on m'a demandé de faire partie du comité de rédaction. J'ai accepté. Et j'ai découvert d'ailleurs des méthodes de travail différentes, parce que Résurrection, c'est une revue assez adaptée pour des jeunes rédacteurs qui écrivent de premiers articles, qui sont bien sûr relus et contrôlés et corrigés, mais on ne demande pas forcément aux rédacteurs d'avoir 20 ans d'expérience dans une carrière universitaire pour parler d'un sujet. Or, j'ai découvert à Communio une certaine exigence de compétences au niveau universitaire, que j'ai eu un petit peu une mal à comprendre au début, parce que j'étais encore dans mon centre de recherche qui était plutôt une culture ingénieure et pas universitaire.
Et puis j'ai un peu mieux compris, lorsque je suis devenue moi-même universitaire, comment ça fonctionnait. Et c'est très bien parce que c'est une exigence de compétence. Et on vérifie d'abord que la personne est légitime pour parler d'un sujet. Donc c'est la principale différence. Et puis comme j'avais un peu indiqué aussi, il y a une pratique un peu plus marquée d'une forme de prudence éditoriale, ce qui est légitime. Je dis une prudence comme la vertu de prudence, alors que Résurrection, n'ayant de compte à rendre à personne, parfois on allait un petit peu plus loin, mais sans forcément casser oui, ni atteindre la foi ni les mœurs. Voilà, bien entendu, non, mais même pas ça. Voilà. Mais effectivement, Communio, c'est aussi toute une collaboration. C'est très bien organisé. On a toujours été publié par des maisons d'édition reconnues, alors que Résurrection, on a fonctionné sur le mode du samizdat pendant quelques années quand même, l'auto-édition. Mais donc, et puis, je suis très contente de voir que depuis quelques années, le comité de rédaction s'est renouvelé. Alors, c'est pas moi, mais des gens qui ont une quarantaine d'années et qui renouvellent le comité de manière très brillante et très, très efficace. Alors vous avez naturellement passé, on avait prévu en préparant l'entretien qu'on passe aussi à la question justement universitaire, la question aussi peut-être de la vérité. Vous avez fait une distinction entre un monde ingénieur et un monde universitaire. C'est quoi la différence ? Je pense que l'ingénieur, il faut que ça marche. C'est quand même grâce à eux que les avions volent, que les voitures roulent, que nous avons ce magnifique éclairage à KTO. Oui. Et alors effectivement, ils disposent d'outils également mathématiques, informatiques pour que ça fonctionne. Mais l'ingénieur ne va pas chercher forcément le pourquoi ultime de la lampe à incandescence. Il va faire passer un courant dans un filament, il va voir que ça éclaire. Le physicien va expliquer pourquoi il y a de la lumière et pourquoi la lumière a cette couleur, etc. Et effectivement, c'est vrai que la culture... Nous, on avait quand même aussi une culture académique, une exigence académique au télécom, mais le principe, c'est quand même qu'il faut que ça fonctionne, qu'on comprenne pourquoi ça fonctionne quand même. L'ingénieur, il comprend ce qu'il fait, oui. Mais un petit peu en dehors de tout aussi il se place un petit peu indépendamment d'une communauté académique bien formée, parfois un peu autosatisfaite. Enfin c'est l'ingénieur est toujours autosatisfaite. Les universitaires sont autosatisfaits. Je trouvais quand je suis arrivée à l'ENS, à l'École normale supérieure Paris-Saclay, c'est pas forcément les universitaires en tant que tels, mais le fait que l'institution est très contente de son propre fonctionnement et ne voit pas forcément les choses qui ne vont pas. C'est toujours un peu difficile de leur expliquer que utiliser les services de 30 personnes pour embaucher un maître de conférence et que le processus dure 6 mois, c'est peut-être un petit peu exagéré et que les gens aimeraient faire autre chose aussi. Voilà, mais ce sont des choses qui mériteraient d'être revues et qu'on ne sent pas forcément beaucoup de remise en cause. L'ingénieur est obligé de se remettre en cause parce que si son avion se casse la figure, ça va très mal. Donc c'est un petit peu... Mais en revanche, le monde académique est indispensable pour comprendre le pourquoi du comment et comprendre les fondements ultimes. Parce que si on ne comprend pas les fondements ultimes, il y aura à un moment un blocage sur le plan technologique. Les technologies actuelles de microélectronique ou de nanoélectronique maintenant, qui permettent d'avoir la 5G sur nos téléphones, c'est quand même partie de la physique. Oui. Voilà. Et puis après, relais des ingénieurs et des entreprises pour fabriquer les circuits correspondants. Mais c'est la physique qui est derrière aussi. Justement, est-ce que donc il y a ce côté, comme vous dites, on essaie d'aller au fond des choses. Est-ce qu'il y a des mécanismes de contrôle, des mécanismes... Je voudrais qu'on arrive à cette question de la vérité. Alors, le contrôle dans l'activité scientifique, mais je pense que dans les autres activités académiques, il existe aussi, c'est le contrôle via la publication. Oui. Donc, les publications sont soumises à des revues internationales et sont examinées par d'autres experts, ce qu'on appelle les pairs, PAIRS, qui sont censés être compétents dans le sujet. Ce n'est pas un système parfait. Les évaluateurs ne sont pas rémunérés, ça c'est très bien, parce que c'est... Mais le problème, c'est que souvent, ils n'ont pas le temps de faire le travail sérieusement. Donc, parfois, on voit beaucoup d'articles qui passent et qui sont...
au mieux médiocre, parfois comprenant des erreurs. Bon, ça m'est arrivé souvent de voir ça, mais bon, c'est la rançon du système. Mais normalement, il y a quand même une exigence de vérifier que les résultats sont compatibles, sont vraisemblables, vérifier que la bibliographie est bien faite. Ça, malheureusement, c'est de moins en moins vrai. Ouais. Mais il y a vraiment une exigence d'honnêteté scientifique, de savoir, d'être capable de... Également, maintenant, on est de plus en plus exigeant sur l'accès aux données, aux données de base, c'est-à-dire les données brutes qui sont récupérées par le scientifique, et pour éviter les trucages, les améliorations. On est souvent tenté en sciences expérimentales, on a un signal qui est dans du bruit, donc pas très très visible. On a envie de retirer le bruit. Oui. Oui. Bon, et normalement, ça ne se fait pas, ou alors si on le fait, il faut l'expliquer comment, pourquoi et si c'est justifié. Oui, c'est ça. Donc voilà. D'améliorer ces résultats, Voilà. Bon. de faire en sorte que ça marche mieux que ce qu'on voudrait. Oui, pas que ce qu'on a obtenu. la physique peut le permettre. Hein. Oui. La physique peut permettre de retirer du bruit, mais il ne faut pas le faire n'importe comment. Oui. On ne fait pas... parce que parfois, il peut y avoir des alors, dans toutes les sciences qui exigent des images, alors là, en biologie, c'est terrible, hein, parce que, évidemment, on retouche toujours un petit peu les images, on fasse des filtres. Hein. Ça, c'est des filtres, c'est ceux qui sont utilisés pour prendre des photos sur nos téléphones portables. Les photos des téléphones portables, ce sont des images corrigées. Oui. Bon, c'est pareil en public. Mais après, il faut éviter que ça soit biaisé par la volonté du scientifique d'expliquer le phénomène suivant son propre point de vue et risquer de rater une autre explication. Voilà. Mais du coup, est-ce que vous pensez que ce monde académique est vraiment à la recherche de la vérité ? Je pense quand même, j'aurais la prétention de dire qu'en sciences dites dures, c'est-à-dire mathématiques, physique, chimie et même biologie, oui, parce que bon, on est en face de la nature. En fait, notre interlocuteur, c'est la nature, et on ne peut pas tricher avec la nature. Ce sont des faits. Et si on déforme les faits naturels, les faits de la nature, bon, là, on ne fait plus de science. Ouais. Donc là, je pense qu'on est encore là. Il peut y avoir toujours des biais idéologiques, mais c'est très difficile à appliquer dans le contenu des sciences. Bon. Après, dans les autres disciplines, je connais moins, donc je ne veux pas me risquer, mais je pense qu'elles sont malheureusement plus exposées à ce genre de phénomène. Et je pense qu'il y a des collègues en sciences humaines qui ont des difficultés de carrière parce qu'ils ont des visions un petit peu différentes de ce qui est le courant principal. Et il faut vraiment mettre en garde les instances universitaires contre ces dérives, parce que c'est leur crédibilité qui est en jeu. Et ça, c'est très grave. Si je ne peux plus faire confiance à un livre d'histoire, qu'est-ce que je peux faire ? Il y a déjà beaucoup d'erreurs dans les livres d'histoire pour le grand public. Il y a des erreurs de date, il y a des erreurs de lieu. Si on n'est pas sérieux là-dessus, comment peut-on faire confiance sur le reste ? C'est l'enjeu de la vérité aussi. Oui, c'est ça. Et vous avez l'impression que dans la société, ce n'est pas un enjeu fondateur. Enfin, c'est pas un enjeu. Ouais. Non, alors là, c'est vrai. Alors, on accuse beaucoup les réseaux sociaux, mais je pense que le problème existait avant, mais c'était dans les conversations privées ou les brefs de comptoir, donc c'était moins grave. Quand ces contre-vérités sont assénées sur des réseaux sociaux et qu'elles s'affirment comme une vérité alternative par rapport à ce que vous racontez. Je me méfie. Il y a une loupiote rouge qui s'allume dans mon cerveau en disant méfiance. Je ne dis pas qu'ils ont tort. Parce qu'il y a aussi une forme de contrainte, parfois répressive, d'autres milieux. Donc il faut regarder tout cela avec ouverture, mais aussi méfiance. C'est-à-dire, moi, je vais toujours, quand je vois des choses un petit peu spéciales, je vais toujours vérifier, et ça peut prendre du temps. La vérité, ça exige du travail, ça exige du temps, parfois une demi-journée pour vérifier une assertion sur Internet. Ça m'arrive. Et les assertions pas scientifiques, parce que là, c'est plus facile. Mais il faut que les gens prennent le temps de vérifier les informations qu'ils reçoivent. Les images, maintenant, sont manipulées, elles sont trafiquées. On a des gens qui fonctionnent sur le mode de l'affirmation péremptoire, les formules à l'emporte-pièce. Il faut avoir ce que Jean Birnbaum appelait le courage de la nuance, comme il a écrit dans son livre. Et il faut vraiment que les gens prennent un peu leur temps en disant, on nous dit ça, mais est-ce que c'est vrai ? Vérifions. Et il y a sur Internet les moyens de vérifier.
On a tous les moyens. Est-ce que, du coup, ce que vous faites, ce que vous avez fait tout au long de votre carrière, donc former des gens à la science, c'est un moyen de lutter contre ça? Est-ce que vous diriez que la science a la place qu'elle mérite dans notre société, ou est-ce que vous êtes un peu inquiète? Alors, il y a deux questions là-dedans. La première, c'est est-ce que la science une formation scientifique peut aider les gens à affiner leur jugement dans d'autres domaines? Je serais assez réservée et assez pessimiste là-dessus parce que j'ai dans l'esprit des collègues, alors notamment peut-être les plus jeunes, c'est peut-être aussi parce qu'ils n'ont pas eu une formation humaniste non plus, qui sont d'excellents scientifiques et qui sont capables de propositions aberrantes dans d'autres domaines. Donc la formation scientifique, c'est bien pour avoir une exigence de vérité, mais malheureusement, on n'a pas appris aux gens à l'appliquer dans d'autres domaines. Et donc, ils vont sortir des propositions absolument invraisemblables en histoire, par exemple, alors que ce sont d'excellents scientifiques. Y compris complotistes, enfin, je veux dire, on peut être... Oui, peut-être aussi. Alors, le complotisme, alors donc, je vais passer au deuxième volet de ma réponse, c'est qu'effectivement, les fausses nouvelles, les théories du complot, c'est désastreux. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir été prémunie contre ça par un prêtre qui écrivait pour Résurrection, le père Jean-Yves Lacoste, qui est toujours de ce monde, et qui nous disait que la théorie du complot, c'est absolument à fuir. Ouais. Et il nous disait, quand il y a quelqu'un qui vous dit « il y a des méchants qui », attention, faites très très attention et soyez vigilants. Ouais. Et ça, les théories du complot, c'est une facilité intellectuelle. C'est facile, on dit il y a des méchants qui, donc on ne se donne pas la peine de réfléchir, on ne se donne pas la peine de se remettre soi-même en question ou d'exprimer ce qu'on a à dire d'une manière plus accessible et plus recevable par nos contemporains. C'est ça la difficulté. C'est intéressant ce que vous dites, parce que c'est même dans la forme, enfin il n'y a pas forcément même à chercher le contenu, même dans la forme de l'énoncé, on se dit... Il y a quelque chose de suspect. Quand on commence à dire il y a des méchants qui, voilà. Oui, non, mais où il y a on nous en veut, etc. Voilà, c'est qu'il y a un problème. Oui, c'est qu'il y a un problème. Oui. Alors ça peut être vrai. De toute façon, on a tous même des les ennemis. paranoïaques ont des ennemis. On a tous, voilà, les paranoïaques ont des ennemis, et les ennemis sont réels. Oui. Mais ce n'est pas en disant vous êtes des méchants et vous avez tort qu'on va faire avancer le problème. On sait très bien que même en argumentant de manière rationnelle, il y a des gens qu'on ne pourra jamais faire changer d'avis, mais il ne faut pas désespérer. Il y a quand même il y a aussi eu des cas où les gens se sont rendus compte qu'ils allaient dans le mur et qui ont pu changer d'avis grâce à des échanges, à des lectures. Donc il ne faut pas désespérer, même si, comme on disait Guillaume d'Orange, point des besoins d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. Et dans le démontage des fausses nouvelles, c'est une devise à conserver. Est-ce que l'université est à la hauteur de cette exigence-là? Est-ce que, je l'ai dit, vous êtes professeur émérite, donc vous pouvez sortir de votre devoir de réserve. Dites-nous ce que vous en pensez. Je pense que la méthode, les exigences du travail universitaire, je ne dirais pas que l'université est capable de pleinement mener cette mission, mais elle est certainement moins incapable que d'autres. Parce qu'on a les outils pour ça, on a une expérience professionnelle qui nous invite à la rigueur, au sérieux des sources, au sérieux des propos, et y compris, et pas uniquement en sciences dures. Maintenant, qu'elle ne le fasse pas de manière idéale, ça c'est certain. On a vu parfois des dérives, surtout lorsque les gens se lancent à corps perdu dans des débats politico-sociaux. Et je pense qu'il faut apprendre à prendre une distance, d'avoir justement une forme de réserve. On peut avoir les opinions politiques, bien sûr, extrêmement variées, mais dans le milieu professionnel et académique, il faut prendre un peu de distance par rapport à ça. Mais bon, je pense que quand même l'université ne sera jamais à la hauteur, personne ne sera jamais à la hauteur, mais elle est mieux armée sans doute que d'autres instances pour lutter contre ça. Est-ce que vous pensez qu'elle joue encore son rôle social? C'est-à-dire faire en sorte que les plus pauvres, les plus démunis deviennent Louis Pasteur? Alors, je dirais, on va étendre la question au domaine de l'enseignement proprement dit, secondaire, primaire, etc.
Alors, pas forcément, c'est difficile. Parce que, d'abord, je dénonce, parce que j'en ai entendu plusieurs fois, l'attitude de certains enseignants, en général dans le secondaire, qui découragent des élèves brillants issus de milieux modestes d'aller dans une classe préparatoire. Oui. Alors, pour probablement des raisons propres à l'enseignant, une forme de jalousie, de mesquinerie, et aussi l'espèce de condescendance. Ah, vous êtes fils d'ouvrier, donc vous ne pouvez pas aller en prépa vétérinaire. C'est quelque chose que j'ai entendu moi-même, donc c'est voilà. Donc, et ça, c'est criminel. Je pense que ces enseignants devraient être révoqués. Mais bon. Ça, c'est difficile à prouver. Voilà. Mais, alors, à part ça, donc le travail de l'enseignant, c'est justement d'aider les élèves qui ne sont pas, ou les élèves ou les étudiants qui ne sont pas issus de milieux très, très cultivés et encore moins académiques, justement d'entrer dans ce milieu et de comprendre comment ça fonctionne. Et je pense que là aussi, il y a malheureusement encore beaucoup de non-dits. Par exemple, pour le recrutement des enseignants-chercheurs, sur le site officiel du ministère, il est indiqué nulle part que le candidat doit contacter les départements d'enseignement et de recherche qui émettent la proposition d'embauche de cet enseignant-chercheur. Et c'est comme ça qu'on a perdu un très très bon candidat il y a quelques années parce qu'il n'était pas au courant. Il n'était pas issu du milieu académique. Et là, je suis rentrée dans une fureur noire, non pas contre l'étudiant, mais contre ce système qui prétend être égalitaire, mais qui ne donne pas explicitement les règles du jeu. Donc nous, les enseignants, on est là pour essayer de colmater les brèches et d'encourager les gens à aller jusqu'au bout. J'ai remarqué aussi que, alors j'ai eu plusieurs expériences malheureusement de jeunes qui étaient arrivés au niveau soit du master, soit même de la thèse, moi même de la soutenance de thèse, et puis qui se tirent une balle dans le pied au dernier moment. C'est en général issu de milieux soit très modestes, soit pas du tout académiques. Et puis qui se disent, finalement, je n'ai pas besoin de ça parce que c'est déjà bien si je suis arrivé au niveau licence ou au niveau BTS, etc. Je n'ai pas besoin de ça. Donc, tant pis, je ne rédige pas mon mémoire de master, je ne rédige pas mon manuscrit de thèse et je n'envoie pas la version finale de ma thèse sur l'application des thèses à Paris-Saclay. Et ça, je pense qu'il faut vraiment que les enseignants disent à ces jeunes-là qu'ils peuvent et ils doivent aller au meilleur d'eux et non pas s'auto-censurer. Parce que les pressions sont fortes dans ces milieux-là. Mon mari est issu d'un milieu modeste et ses parents l'ont poussé, mais la famille proche et les amis essayaient de le décourager d'aller à l'université. Donc malheureusement, il y a des pressions énormes et l'enseignant est là pour vraiment pousser les élèves et les étudiants au meilleur niveau. Le complexe de l'imposteur. Oh oui, qu'on a un peu tous. Hein. Alors, on a tous le conseil. Ça, il faut le dire, même, même vous qui êtes au sommet d'une carrière. Voilà. Bien sûr, on l'a tous, mais là, on a l'impression de ne pas être au niveau. Mais dans les personnes qui ne sont pas issues de milieux favorisés, ils ont toujours été un peu habitués à courber les chines. Donc, il faut leur dire, non, là, vous pouvez faire mieux. Alors, c'est vrai que, par exemple, moi, j'ai été responsable d'un master international. Et là, ça a été une expérience extraordinaire, parce que là, des gens ils ne sont pas tous issus de milieux favorisés. On avait des jeunes Chinois qui venaient de leur rizière. Enfin, je disais un petit peu ça pour eux, mais c'était un peu ça. Et effectivement, leur dire que, ils avaient été sélectionnés par l'Europe, il y avait des fonds pour les soutenir. Et là, on sentait une motivation où là, toutes ces formes de complexes et d'autocensure étaient quand même très, très atténuées. On a eu notamment des étudiants africains qui étaient, alors là, qui avaient en plus une capacité à relationnels extraordinaires et qui ont réussi en passant des obstacles vraiment très durs, y compris un de mes étudiants dont la co-responsable était ouvertement raciste. Donc, et puis, il a quand même réussi, mais on était là pour le soutenir de notre côté, pour le côté universitaire, pour qu'il réussisse. Et ça, l'enseignant, ce n'est pas uniquement celui qui transmet un savoir. Ça, ce n'est pas très compliqué. Et c'est aussi discerner dans chaque élève ses potentiels ou plutôt éventuellement lui dire, il ne faut peut-être pas aller si loin, il y a d'autres voies, etc. Mais il faut vraiment avoir une relation personnelle et les pousser là-dedans.
Vous avez parlé de votre mari, il est d'origine ukrainienne. Oui. Pour ça, le doux, Rak. Voilà, c'est ça, Rak, c'est un nom pan-slave, slave et hongrois, qui signifie écrevisse. C'est le seul crustacé qu'il connaissait dans ces régions-là. Et un nom très répandu. Et donc, en fait, lui, il n'a pas connu l'Ukraine. Ses parents sont venus à l'immigration en 1939. Donc, et donc, lui, alors justement, lui, il a été vraiment élevé pour qu'il s'intègre à la société française. Ses parents lui ont pas vraiment appris l'ukrainien, malheureusement, et l'ont vraiment poussé à ce qu'il fasse beaucoup d'études et parle français. Donc, évidemment, je suis restée très sensible aux événements actuels en Ukraine, qui sont vraiment très dramatiques et préoccupants. Et j'ai eu d'ailleurs à cette occasion à discuter avec certains qui étaient pas loin des théories du complot contre l'Ukraine. Et là, je voudrais te mettre en garde les auditeurs de KTO contre ces théories. Il ne s'agit pas forcément de prendre parti tout blanc, tout noir, parce que bien sûr, dans un conflit comme ça, les torts peuvent être discutés, mais qu'on ne donne pas dans des thèses complotistes primaires à ce sujet-là comme sur les autres. Un autre sujet qui vous est très, très cher, c'est la relation avec le judaïsme. Et je pense que c'est important en ce moment aussi d'en parler, parce que tous les signaux sont au rouge de l'antisémitisme. C'est terrifiant. Enfin, je veux dire, on est passé sur un facteur x10, on n'est pas sur un facteur de double, on est x10. Et donc, qu'est-ce qui vous a intéressé dans cette relation avec le judaïsme ? Ça remonte assez loin. Je me suis aperçue assez tôt que certains médias sur le conflit israélo-palestinien, qui au départ ne m'intéressaient absolument pas, avaient des positions extrêmement étranges. Et je me suis dit, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis, en entrant en recherche, mon directeur de thèse est juif, et il m'a introduite, effectivement, il m'a sensibilisée fortement à ces questions. Il y était d'ailleurs extrêmement sensible lui aussi. Donc ça... Et donc, puis en découvrant par ailleurs des auteurs juifs contemporains, que ce soit la philosophie de Lévinas, bien entendu, mais il y a d'autres auteurs plus spécifiquement encore juifs, comme Catherine Chalier en particulier. Je me suis dit, mais il y a dans toute cette tradition juive une intelligence des textes et de la tradition que le christianisme peut s'approprier à 90%, parce que si on regarde un petit peu. Et je me suis dit, il faut vraiment développer ce partenariat. D'autant plus qu'effectivement, vu les événements actuels et les menaces qui planent sur les Juifs et sur les chrétiens, et le christianisme doit justement retrouver et approfondir son enracinement hébraïque pour lutter contre toutes les dérives auxquelles on assiste actuellement. Alors personnellement, je me suis mise très modestement à apprendre l'hébreu en septembre dernier, donc c'est tout récent, au Bernardin. Et d'ailleurs, je salue le travail des Bernardins sur les relations judéo-chrétiennes, avec un commentaire par un rabbin à midi, les journées judéo-chrétiennes la semaine prochaine, des séances d'études du soir avec rabbins et prêtres exégètes sur l'écriture, etc. Donc c'est vraiment dans cette direction qu'on doit s'orienter. Et je pense que le christianisme a tout à y gagner, parce qu'on a derrière des siècles de traditions et de commentaires supplémentaires par rapport à ce que nous avons, qui sont d'ailleurs menés de manière avec un point de vue un peu différent, c'est-à-dire c'est moins une approche philosophique qu'une approche de commentaires des textes, de commentaires. Et contrairement à ce que Rabelais critiquait dans la scolastique, les commentaires juifs restent toujours pertinents et restent toujours animés d'une sève vraiment inspirée. Donc on a vraiment intérêt à poursuivre et à s'ancrer dans cette voie. Le rapport avec le judaïsme, finalement vous avez une vision très large de la théologie. Vers quoi, pour vous, la théologie doit s'orienter ? Vers quoi les jeunes théologiens, puisque c'est vraiment, c'est un des points très importants de notre entretien. Il faut donner leur chance aux jeunes et puis il faut former les jeunes. Vers quoi, à votre avis, il faut aller ? C'est quoi les chantiers à ouvrir en ce moment ?
Non, déjà, cette question de la vérité, hein, je pense que là, on est déjà arrivé sur des choses. Alors, il y a un thème, je pense au thème futur de la revue Résurrection. On va travailler sur justice de Dieu, justice des hommes. Je pense qu'il faut restaurer ou approfondir la question de la justice. Parce qu'actuellement, je ne parle pas de la justice au sens ministère de la Justice ou loi, hein, parce que là, bon, c'est tout à fait respectable, mais la justice, en ce qu'elle éveille comme présupposé ou préjugé dans des esprits bien intentionnés. Et où parfois on a tendance à rejeter la justice du côté de la rigueur, de la volonté de vengeance, etc. Les contresens énormes sur la question de la loi du talion, mais ça je pense que je vais écrire un article de Résurrection là-dessus. Et donc la justice de Dieu, justice des hommes, et montrer que la justice est la condition même de la miséricorde. Ouais. Donc ça, c'est un chantier qui a déjà été étudié, mais je pense qu'il y aurait vraiment besoin d'avoir un approfondissement proprement théologique, enraciné la notion de justice, même dans une théologie trinitaire ou christologique, parce que c'est vraiment un axe majeur. Alors pourquoi le talion ? Dites-nous, parce que là vous nous avez donné envie. Là, pourquoi est-ce qu'on fait des contresens ? On fait des contresens en disant que les contresens basiques, c'est de dire la loi du talion, c'est de la basse vengeance, alors que c'est exactement le contraire. Oui. C'est justement mesurer la rétorsion au dommage. Ouais. Puis ensuite, lorsqu'on regarde la manière dont la loi du talion a été appliquée, œil pour œil, dent pour dent, évidemment, on n'a jamais, en tout cas dans la tradition judéo-chrétienne, arraché un œil à quelqu'un qui avait crevé l'œil de l'autre. Alors il y a derrière ça toute une montagne de commentaires que je commence tout juste à regarder, et où justement on va montrer que c'est justement l'intérêt de la loi du talion, c'est que tout dommage doit être réparé ou compensé, c'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser impuni un dommage créé, notamment sur une personne, puisqu'il s'agit d'un dommage corporel, œil et dents. Donc il faut une forme de réparation, il faut une forme de compensation, éventuellement aussi de punition, enfin de châtiment par rapport à un châtiment pédagogique, celui qui l'a commis, sans pour autant, bien sûr, dégrader l'intégrité physique de la personne. Donc la loi du talion, c'est rappeler que, justement, l'exigence de justice et qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, qu'il y a des conséquences et que les conséquences doivent être assumées, réparées pour éviter la récidive. On arrive à la toute fin de l'émission. J'ai envie de vous poser une dernière question. Je suis très frappé en ce moment de voir, à propos des sciences, on va revenir sur les sciences, de voir cette désaffection quand même dans ce monde. Je vais parler comme un vieil imbécile de mon temps. Quand on voulait faire de bonnes études, on faisait de la physique et des maths. Et maintenant, on a l'impression que c'est plus du tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé et surtout, est-ce que c'est pour vous dramatique ? Oui, c'est très préoccupant en tout cas. Et je pense que sans doute, c'est peut-être plus flagrant dans les sociétés occidentales où finalement on a bien d'autres voies d'avoir une carrière rémunératrice, parce que je pense que dans les sociétés occidentales, faire des sciences, c'est que le rapport effort-résultat est moindre que dans d'autres domaines, je pense. Et que nous n'avons pas cité. Mais que c'est perçu comme tel, en tout cas. C'est que c'est vrai que faire des sciences, ça exige beaucoup d'efforts, beaucoup de travail, beaucoup de rigueur. Il faut tout le temps surveiller, tout le temps vérifier ce qu'on fait, etc. Et puis, les études sont difficiles, c'est vraiment beaucoup d'efforts. Et pour des débouchés qui sont de moins en moins ouverts, ils sont plutôt bouchés, les débouchés, et parfois même moins rémunérateurs. Même les métiers d'ingénieur ne sont plus non plus le prestige qu'ils avaient avant. Le métier d'ingénieur repose sur les sciences quand même. Donc là, c'est quand même très, très inquiétant. C'est un problème, effectivement, de réaliser son rêve de scientifique. Les portes sont quand même assez largement fermées. Alors, au niveau international, puisque j'avais un master international, on a eu des étudiants, effectivement, qui ont fait des études scientifiques pendant au moins 5 ans, c'est-à-dire les 2 ans de notre master et les 3 ou 4 ans de thèse, donc plusieurs années. Mais il y en a assez peu qui ont aussi trouvé un débouché dans des carrières académiques.
Parce qu'il y a d'autres axes qui sont intéressants aussi, qui peuvent être aussi des défis intellectuels et plus rémunérateurs. Alors, ce n'est pas uniquement une question d'argent, c'est aussi peut-être une question de justice. C'est que, investir tellement de son temps, de sa vie personnelle pendant 10 ans pour se retrouver finalement avec au mieux un poste à peine mieux payé qu'un contremaître, qu'est-ce que vous voulez, il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis surtout, le métier n'est plus ce qu'il était, ce n'est plus uniquement faire de la recherche, c'est passer un temps infini dans des réunions pas très utiles, faire le travail que les personnels de soutien ne peuvent pas faire parce qu'ils ne sont pas assez nombreux, passer 3 mois par an à demander de l'argent avec des projets de 500 pages. Bon, voilà, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Et je pense qu'il faudrait un petit peu revoir la manière dont... Et pourquoi c'est grave ? Pardon ? Pourquoi c'est grave ? C'est grave parce que d'abord, c'est notre rapport à la nature qui est en jeu. On nous parle d'écologie. C'est très bien l'écologie, toute la protection de la terre, etc. Mais si on ne comprend pas comment la terre fonctionne, comment on va pouvoir faire ? Il faut approfondir nos connaissances, comment mieux utiliser l'énergie, d'ailleurs il y a beaucoup de travaux là-dessus, c'est très bien, mais comment peut-on sauver la planète si on ne fait pas de science ? Comment peut-on continuer à améliorer la santé des gens, les progrès de la médecine sont largement liés aux progrès scientifiques, y compris les maths, l'intelligence artificielle, la physique, etc. Donc ça a un impact sur notre vie quotidienne et sur notre manière de regarder le monde. Enfin, je pense que la science, c'est aussi une découverte de la cohérence, de l'intelligence et de la beauté de l'univers. Et ça serait une grande perte si on perdait cette dimension. Merci beaucoup, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup Isabelle Ledourac, merci de nous avoir communiqué votre passion pour les sciences, la vérité et puis aussi la théologie. Merci infiniment. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com et on se retrouve la semaine prochaine.